Bienvenue, à toutes et tous, donc on va discuter un petit peu de d'Hallux valgus. Alors je voulais vous présenter, 2 choses, un arbre décisionnel, heu, pour la chirurgie, heu, très général, et également, vous présenter, ma façon de les prendre en charge, à savoir surtout le circuit, d'admission, à la clinique. Alors bon, je suis le docteur Stéphane Provet, je travaille à la polyclinique du Parc à Cholet et donc on va partir tout de suite sur la présentation. Partager l'écran, c'est parti. Le premier, comment je traite un hallux valgus? Heu, donc moi je fais de la chirurgie, percutanée, non fixée et sous anesthésie, loco-régionale. Donc tous les termes sont importants. Heu, Généralement, je ne mets pas de matériel pour la plupart des cas que je traite. Bon, cette technique, comme certains d'entre vous, vous le savez, a été importée en fait des États-Unis, par un Espagnol qui s'appelle Mariano de Prado et qui a tout écrit, dans le petit, livre qu'on retrouve à gauche, avec une version plus récente, mais qui est moins bien que la 1re version, avec, une prise en charge, heu, complète, de l'anesthésie, jusqu'au pansement, post-opératoire. Bon, là, c'est, heu, l'installation d'un patient. Alors, c'était surtout pour, montrer, le côté un peu minimaliste, mais avec un casque de réalité virtuelle qui leur permet de décrocher un peu, de moins focaliser, sur ce qui peut se passer au niveau du pied puisque l'anesthésie locale, supprime les douleurs, mais ne supprime pas une petite sensation de toucher. Alors, notamment pour ceux qui sont les plus, sensibles à l'anesthésie, locale et les plus, pas peureux, c'est pas le bon terme, mais qui appréhendent le plus, de ne pas être endormis complètement. Bon, sur un hallux valgus, alors, ce qui va me permettre de déterminer le type de chirurgie, ça va être essentiellement, l'angle entre le premier et le deuxième métatarsien. Une fois cet angle déterminé, ça va me permettre de varier différents gestes. D'abord une bunionectomie, de la face médiale, du premier métatarsien. Alors ça, c'est ce que le patient va le plus voir puisque c'est, l'ablation de son oignon, de ce qu'il voit de l'hallux valgus. Donc ça consiste à raboter la bosse. Il va y avoir un trait d'ostéotomie distale, alors moi je fais un trait de Reverdin-Isham, alors je vous présenterai ça, plus en détail après, qui permet de redresser, l'extrémité, distale du premier métatarsien avec une suppression d'os, un peu sur, ce triangle rouge que j'ai matérialisé. Parfois je fais aussi une osteotomie, proximale toujours du premier métatarsien qui permet de le rendre un petit peu plus parallèle au deuxième. Et il faut toujours, faire une ténotomie de l'abducteur, du premier orteil. C'est celui qui entraîne, l'orteil vers le 1er orteil vers le deuxième et il est nécessaire de libérer ce complexe, ligamentaire et ça permet aussi de recentrer la sangle des sésamoïdes. Et parfois, bon assez souvent, il faut le dire, j'ai fait une osteotomie, proximale de la première phalange, une osteotomie dite de Hakin, qui me permet d'avoir un effet cosmétique un petit peu plus important. Alors, pour toutes ces osteotomies, comme elles sont non fixées, ce qui va maintenir, la correction et donc qui est primordial, c'est le pansement de contention, qui compte au moins pour 50 du résultat. Si, il est mal fait, il y aura un résultat qui sera un peu moins, satisfaisant. Alors, pour revenir, sans vous noyer, sur, des gestes techniques, l'idéal, c'est pour ceux qui sont intéressés, c'est de venir, un bout de matinée, voir au bloc opératoire, ce qui s'y passe et je vous y invite. Il suffit de me contacter et il y a déjà certains de vos collègues qui sont venus. Ça permet de mieux se rendre compte. Bon, l'osteotomie de Reverdin-Isham,
consiste à libérer, donc à redresser la tête du métatarsien en faisant une osteotomie incomplète. Pardon. C'est-à-dire que je vais, faire 3/4 de 3/4 de cercle et garder une petite, languette osseuse, dorso-latérale qui va me permettre d'avoir une stabilité de cette osteotomie une fois que j'aurai redressé la surface articulaire. Si je la coupais complètement, ben, il y aurait pas de stabilité et je ne sais pas d'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, pour, le stabiliser à ce stade. Donc c'est capital de garder cette petite charnière. L'ostéotomie bifocale, alors, ça consiste à redresser la base du premier métatarsien. Bon, c'est le même principe. On le voit sur la radiographie ici, donc il y a un trait de fracture qui a permis de redresser le premier métatarsien avec là la bunionectomie et puis un trait également, distal qui permet de redresser cette surface articulaire-ci. Alors, par rapport à cet angle, quand il est, inférieur ou égal à 10°, bien, normalement, c'est pas chirurgical. Bien entendu, bon, un arbre décisionnel, il faut quand même que ça soit structuré. Une personne qui aurait, de très, très grosses difficultés au chaussage, même avec un angle inférieur ou égal à 10°, on peut en discuter, mais ce n'est pas, forcément une bonne idée. Heu, donc en dessous de 10°, bien entendu, il peut y avoir des moyens, semelles orthopédiques, orthoplastie, que vous connaissez bien, qui permettent de temporiser, la chirurgie. Entre 10 et 16°, eh bien là, je vais faire, généralement une bunionectomie et l'ostéotomie de Reverdin-Isham, plus ou moins l'ostéotomie de Hakim. Au-delà de 16° et jusqu'à 20°, je préfère faire une bifocale qui me permet d'avoir un meilleur, amincissement du pied et surtout une meilleure correction. Et au-delà de 20°, là, je vais, passer sur une chirurgie, qui n'est plus mini-invasive, mais qui permet de fixer, l'articulation cunéo-métatarsienne. Au-delà de 20°, il y a forcément une instabilité de cette articulation-là et j'aurais beau faire une ostéotomie bifocale, c'est des cas où il y a des récidives. Donc dans ce cas-là, bah, je force l'articulation pour, ramener le premier métatarsien quasiment parallèle au deuxième métatarsien et je mets en place une plaque, qui est, plantaire et qui va permettre de maintenir cette correction. Ça marche très bien, c'est très en vogue, en Allemagne et ça commence à devenir, en vogue, en France. Si jamais on a un angle, distal de la tête de métatarsien qui est très important ou qu'il s'agit d'un échec, d'une première chirurgie, un hallux valgus donc itératif, eh bien, maintenant je fais souvent une arthrodèse de la métatarsophalangienne et ça consiste à mettre, une plaque à la face dorsale de l'articulation. Donc là aussi, on n'est plus dans de la chirurgie, percutanée, on est, dans une chirurgie ouverte, même si la cicatrice n'est pas très, très longue. Dans tous les cas, quand il n'y a pas de douleur, bien, il vaut mieux éviter la chirurgie. Pourquoi? Si, on opère, et que par malheur la personne fait une algoneurodystrophie ou présente des douleurs, elle ne sera pas satisfaite parce qu'avant, bah, elle n'avait pas mal. Il faut surtout pas opérer un hallux valgus, heu, pour, faire de la chirurgie esthétique. Ce n'est pas de la chirurgie esthétique, c'est une chirurgie, fonctionnelle. Voilà, alors là, je voulais faire un petit point question.
ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose de alors c'est mon bébé, je pense que je dois être à peu près le seul en France à faire, ce type de prise en charge. Donc j'ai appelé ça, alors non pas de l'office surgery, mais du fast tracking. Heu, L'idée était de se dire: un patient qui arrive, à l'hôpital, pour certains d'entre vous qui êtes allés comme patient ou comme visiteur, c'est le vrai parcours du combattant. Il y a, différents stades, différents bureaux, différentes personnes à voir, différentes personnes qui vont vous prendre en charge. C'est très compliqué pour un patient et on parle même pas de la signalétique, à l'hôpital ou à la clinique. Alors, ce que je voulais, c'était savoir, comment on peut passer du parcours du combattant à, une prise en charge zen, simple pour le patient. Alors, j'ai listé, ce qu'il pouvait y avoir dans un parcours classique préopératoire et un parcours classique le jour J, le jour de l'intervention. Là, pour la chirurgie du pied, on est souvent en ambulatoire, donc il n'y a pas d'admission la veille. Bon, le parcours préopératoire, il y a tout ça, enfin, toutes ces parties-là sont très chronophages. Comment le limiter? Bon, il y a, ce qui n'est pas limitable. Généralement, quand je vois le patient la première fois, il va avoir son bilan radiographique, donc il ne va pas y avoir de perte de temps. Il me voit, bien entendu, et s'il détermine une date d'opération, eh bien, il peut, faire, sa préadmission, et après il n'a plus qu'à venir le jour de l'opération. Alors, comme je pratique moi-même mes anesthésies locales dans une très grande majorité, des cas, c'est vrai que j'ai plus de consultation d'anesthésie, il n'y a plus le dossier d'anesthésie, à valider par le médecin anesthésiste, lors de l'admission, et il n'y a plus l'attente, au bloc opératoire, pour, faire cette anesthésie dans la salle de soins, heu, pré-interventionnelle. Ensuite, cette partie, l'admission à l'accueil de la clinique, puisque ça a été fait, juste avant, eh bien, il n'y a plus besoin non plus. Il n'y a plus besoin de la prise en charge par l'infirmière, dans le service d'ambulatoire. Il n'y a plus non plus de prise en charge par un brancardier, puisque le patient va arriver à un endroit précis, dans lequel on va lui proposer d'aller dans une cabine, de se déshabiller, de mettre un pyjama de bloc, et ensuite, à pied, à 2 mètres, il rentre dans une des salles opératoires, et le parcours est super simple. Il est pris en charge par ma secrétaire, de l'autre côté des 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 cabines, et ensuite il est pris en charge par mon équipe, du côté opératoire. Donc on supprime tout ce que j'ai entouré, et on ne garde qu'un bilan sanguin, préopératoire pour vérifier qu'il a un taux de plaquettes à plus de 70 000, et la prise en charge dans la salle, d'opération. C'est très simple. Alors ça se présente comme ceci. Alors pour ceux qui connaissent la polyclinique du parc, bon, elle a une forme très allongée. On arrive par ici et ils peuvent, se garer directement dans cette zone-ci, et sous le bâtiment, d'IRM et de radiologie, bien, il y a une entrée, donc quasiment, à 5 mètres de ma secrétaire, ils peuvent arriver en voiture. Donc ça, c'est la fameuse cabine, qui permet de se changer, et il y a là, c'est les cabines, et il y a juste ça à traverser, et là, il y a une des salles d'opération, et une qui est, derrière moi, puisque je prenais la photo de l'autre salle. Je travaille sur 2 salles, ce qui me permet de gérer l'anesthésie et de limiter, le temps d'attente également. Bon, l'installation est très minimaliste. Heu, Bien sûr, voilà, avec une position, avec une jambe sortie, de la table, qui permet d'avoir une liberté de mouvement avec, l'outil que j'utilise. Toujours ce casque de réalité virtuelle avec, quand j'ai commencé à l'utiliser, des gens qui m'ont pas dit: «Ah ben, voilà, je suis content, c'est passé», mais ils m'ont dit: «Eh ben, on a passé un bon moment». C'était plutôt amusant au début. Bon, maintenant, ça commence à rentrer dans les mœurs avec les anesthésistes qui utilisent de plus en plus, ce procédé. Alors, l'anesthésie, locale, consiste à bloquer, plus ou moins, cibler, les 4 nerfs, qui s'occupent de l'innervation, du pied. Ça met 30 minutes à s'installer à peu près. C'est une anesthésie qui fonctionne pendant 24 heures. Pendant 24 heures, normalement, ils ne ressentent pas de douleur.
ce qui est, très bien puisque le gros des douleurs après une chirurgie du pied, s'effectue dans les 8 premières heures. Du coup, il n'y a pas des antalgiques, de folie après l'intervention, je reste la plupart du temps sur un antalgique de classe 1, c'est-à-dire, Doliprane ou Efferalgan. La chirurgie percutanée, ben, comme je vous l'ai montré dans le précédent, diaporama, j'utilise peu de matériel, donc des fraises. Alors ça ressemble à des mèches de perceuse, qui permettent soit de couper ou soit de raboter, l'os. Heu, voilà. Il y a très peu de personnel, j'ai une aide opératoire, qui est habillée avec moi et une circulante qui permet de donner du matériel si on a besoin. Et alors au début de mon expérience, je faisais, je contrôlais, à l'amplificateur de brillance, où étaient mes instruments. Maintenant en fait, je fais surtout un cliché à la fin pour vérifier que tout est bien. Donc c'est pas très, irradiant comme technique et j'ai un temps opératoire en moyenne de 15-20 minutes, pansement, de contention compris et avec cette affaire, le patient ressort en marchant sur ses 2 pieds, heu, avec une chaussure spéciale de type Podalux et en tout compris, il aura passé, 2 heures, dans cette, structure du bloc opératoire. Donc c'est 2 heures d'attente pour lui et son accompagnant. Il y a bien sûr des consignes post-opératoires qui sont scrupuleusement à respecter. Je les ai d'ailleurs, toutes listées sur le site internet, que je leur recommande, vraiment vivement d'aller visiter avant et pendant, la convalescence. Donc, c'est un appui immédiat avec la chaussure Podalux, il y a pas de réfection de pansement, puisque c'est un pansement qui est relativement technique, je peux pas former toutes les infirmières, des différentes régions là qui envoient des patients et c'est même pas souhaitable du tout. J'insiste beaucoup sur, le fait de surélever leurs pieds, alors de jour comme de nuit et de ne surtout pas dépasser alors là j'ai mis 1 heure, debout, mais c'est même plutôt une demi heure debout et ensuite 2 heures la patte, surélevée. Ils ont 15 jours d'anticoagulants, des anti-inflammatoires pendant 10 jours et très rarement ils ont une douleur, enfin une estimation de la douleur, entre 2 et 3 sur 10, ça c'est le grand maximum. Bien entendu, s'il y a un problème, alors ma secrétaire, appelle le lendemain tous les patients pour vérifier si tout va bien, s'il y a pas de problème, pas de tache sur le pansement, pas de douleur, importante et si, ils ont un souci, ils peuvent solliciter une, hotline en appelant ma secrétaire ou les consultations non programmées à la clinique. À 21 jours, je les revois et je change ce pansement, donc on l'ouvre pour la première fois à ce moment-là et on remet en place un strapping, que je réalise avec un catep et c'est d'ailleurs un collègue podologue qui m'a montré cette technique et je le remercie encore. Je sais qu'il est en ligne là. Voilà et c'est à conserver, 3 semaines une nouvelle fois. Alors j'ai fait ça parce que mon prédécesseur, faisait refaire les pansements aux patients et ça ne me convenait pas parce que même les meilleurs, ne le faisaient pas bien et pourtant il y avait, une petite notice, qui détaillait, très précisément ce qu'il fallait faire, mais ce n'était pas, correct et là avec la technique au cathet, c'est fantastique. Il y a plus de il y a plus de problème avec, ce strapping. Je leur montre des gestes d'auto-rééducation, je leur dis de toujours penser à surélever le pied même après 21 jours et d'anticiper surtout le rendez-vous chez le kinésithérapeute pour faire du drainage lymphatique, à 45 jours. Pour un ordre d'idée pour la reprise du travail, pour une secrétaire, c'est 1 mois à peu près, 1 mois et demi en fonction s'il y a beaucoup de trajets de voiture. Pour une infirmière ou une aide-soignante, c'est plutôt 2 mois et pour un ouvrier qui porterait des chaussures de sécurité, on est plutôt entre 2 et 3 mois. Voilà. Donc, à mon avis, ce fast tracking, apporte des progrès dans la prise en charge avec un circuit, ultra simple, pas de perte de temps, une bonne gestion du stress opératoire puisqu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de voilà, le patient se sent, pris en charge de A à Z et une douleur qui est bien contrôlée, par une anesthésie, de 24 heures. Mais des progrès restent à accomplir, bien entendu, les piqûres pour cette anesthésie, loco-régionale bien, c'est pas qu'elle pique, ça forcément une piqûre ça pique, mais quand on infiltre le produit anesthésiant,
bien, c'est une sensation un peu étrange. C'est pas vraiment douloureux, mais ça peut être anxiogène. Ça, j'aimerais bien améliorer, mais je ne vois pas tellement comment, je pourrais améliorer ça. Il faut aussi détecter les mauvais cas pour l'anesthésie loco-régionale. Donc c'est typiquement la personne qui a peur et qui aura toujours peur de la piqûre ou du milieu médical. Bon, on s'améliore petit à petit sur, cette affaire-là et améliorer l'éducation des patients, pour, éviter, qu'ils fassent des bêtises ou qu'ils soient leur propre agent, vulnérant. Voilà, j'en ai fini avec le diaporama. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez. En cas de saignement après l'intervention dans le pansement, euh, quel est le process pour le patient? Alors c'est facile, donc ça je leur en parle, à la fin de l'intervention. S'ils ont donc une tache rouge, un saignement, je leur dis déjà de presser fort de part et d'autre avec un tissu sec et propre pendant 10 minutes, donc de faire un point de compression. Si au bout de 10 minutes la tache rouge ne s'étend plus, eh bien je leur conseille de masquer la misère avec du sparadrap ou une compresse et c'est bon, c'est que ça s'est arrêté en profondeur, c'est jamais, bien grave. Si en revanche, malgré le point de compression, ça continue à s'étendre au niveau de la tache rouge, eh bien là, il vaut mieux qu'ils reviennent me voir, pour que je refasse le pansement, pour qu'ils ne macèrent pas dans leur sang. Là, effectivement, ça peut être source de macération et surtout de prolifération bactérienne, donc vaut mieux se méfier, là-dessus. Après, une petite tache, de sang de l'ordre d'une pièce allez, jusqu'à 20 centimes, de haut, c'est pas grave ça. Ça, c'est très classique et il faut rien y faire. J'y touche même pas parce que c'est plus dangereux de refaire le pansement à ce stade-là avec un risque infectieux. Ok. Et donc, l'autre question qu'on avait, Stéphane, mais je pense que tu as déjà moitié répondu, c'est est-ce qu'il est possible d'envisager de faire l'intervention des deux côtés en même temps, le même jour? Alors oui, c'est possible. Mon prédécesseur sur une chirurgie des 2 pieds fixée, systématiquement en faisant un chevron mini-invasif. Moi, je fais du percutané, sur les 2 pieds. Alors, je limite quand même à des cas simples, c'est-à-dire, sans nécessiter, de toucher à tous les rayons, du pied, qui perm donc idéalement, c'est quand, ça ne touche que le premier rayon. Heu, c'est possible, mais je précise bien aux patients que ce n'est pas un gain de temps sur l'arrêt maladie. C'est-à-dire, il ne va pas économiser un temps plein d'arrêt maladie. Heu, il va le multiplier par 1,5 à peu près parce qu'il aura ses 2 pieds où il va un peu hésiter à appuyer dessus, même s'il y a pas de contre-indication et au contraire dans cette technique, l'appui fait partie, de la intégrante du process. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je vais reprendre le chat. Alors, si, question intéressante, mais un peu plus technique. Euh, Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de changer de stratégie opératoire pendant l'intervention? C'est-à-dire que j'imagine que la question vise à savoir si tu avais dû fixer la luxe avec un matériel X ou Y. Alors, non, j'ai pas encore été confronté au problème parce que justement je prends bien garde à essayer de garder à garder cette charnière-là, ce que j'ai expliqué sur le premier topo. C'est très important. Bon après s'il le fallait, c'est vrai qu'il y a pas mal de collègues qui font du chevron, percutané et qui mettent en place une vis. Mais personnellement, j'ai jamais changé de stratégie, depuis que je fais cette, chirurgie, percutanée non fixée. Ok. Bah, voilà, écoute, il me semble qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'avais dans le chat. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont d'autres questions. Vous pouvez éventuellement allumer vos micros si vous le souhaitez. Moi, j'ai une question, est-ce que ça marche mieux, qu'une chirurgie, conventionnelle? Alors, par exemple,
un scarf ou un chevron, puisque je parlais d'un chevron tout à l'heure. Alors, oui, oui et non. C'est pas, la récupération va être meilleure puisqu'on n'ouvre pas complètement le pied, on ne fait pas une grande voie d'abord, on ne on ne dépoile pas l'os, complètement. Du coup, on respecte beaucoup plus l'environnement, local de l'os, ce qui fait qu'il va y avoir quand même une meilleure récupération. Là où il y a toujours un petit hic et quelle que soit la technique utilisée, que ça soit du percutané, fixé ou pas fixé ou du maxi-invasif, c'est l'œdème. Ce que ça a bien résolu à mon sens et là avec, le process là que j'ai expliqué, c'est la douleur. Il y en a quasiment plus. Ça arrive qu'il y ait des patients qui ont mal, mais généralement ceux-là, ils ont c'est plus, secondairement et ils développent une algoneurodystrophie. Mais quelqu'un qui se tord de douleur après, le geste chirurgical, ça n'existe plus dans mon expérience. Ça, sur le percutané, non fixé, ça c'est vraiment, le truc en plus. Après sur la possibilité de retravailler, plus rapidement, bah, c'est pas forcément mieux, c'est pas pire. Dans certains cas, ça va aller mieux, mais là, c'est vraiment, très lié au patient aussi, hein. Alors Stéphane, on a deux nouvelles questions qui nous sont parvenues. Quel geste de rééducation donnes-tu à tes patients suite à l'opération? Pour les patients qui ne sont pas trop douloureux et qui ne nécessitent pas d'opération, aurais-tu des exercices de rééducation pouvant les soulager? Première question. Alors sur la deuxième question, non, parce que, il n'y a pas grand-chose, qui fonctionne pour, enfin, ce qui va permettre de soulager, bah, c'est un chaussage, adapté, puisque c'est souvent un problème de frottement sur le bunion, du 1er métatarsien. J'ai pas de geste de rééducation puisque c'est le tendon abducteur qui entraîne à partir du moment où il commence à entraîner une déformation, il a de plus en plus de facilité à déformer le premier rayon, donc ça ne peut qu'évoluer vers une aggravation. Donc il n'y a pas de geste, préventif. Heu, les semelles vont pouvoir, gérer la partie, métatarsalgie, avec un appui rétrocapital. Bon, si la personne a un pied plat ou un pied creux, bien sûr, soulager la voûte plantaire. Empêcher la déformation, je ne pense pas. De même que la fameuse orthèse, épitacle là en vente dans les pharmacies, Heu, bon, OK, pendant la nuit, quand la personne va mettre, son attelle et ben, l'orteil il va être droit, mais dès qu'elle va retirer l'attelle épitacle et ben, ça repart, comme en 40. Pour la partie, protocole de rééducation, alors à 21 jours, je leur conseille d'attraper, leur orteil avec, leurs mains et de mobiliser déjà, l'articulation, même s'il y a, l'osteotomie d'acine là qui fait une fracture, partielle de la première phalange mais après ils peuvent pas faire grand chose de plus à ce stade-là. C'est à 45 jours, donc ils attaquent, la rééducation chez un kiné. Alors c'est 2 fois par semaine, mais c'est essentiellement dans un premier temps pour du drainage lymphatique et ensuite la récupération, des mobilités et principalement la flexion plantaire, du 1er rayon qui va permettre une marche confortable avec un bon appui, sur le 1er rayon. Ok. Merci pour ta réponse, Stéphane. Question suivante qui nous est arrivée. Est-ce qu'il est nécessaire de prescrire une orthoplastie ou des orthèses plantaires en post-op pour éviter les récidives? Alors pas c'est pas pour éviter les récidives. La récidive, alors, il va toujours y avoir, quelle que soit la technique chirurgicale utilisée, il va toujours y avoir une perte de correction. Alors, cette perte de correction, elle est liée essentiellement, à mon sens, hein, heu au fait que les chaussures qu'on a actuellement sont quand même très convergentes pour, les orteils et du coup, ça contraint, le 1er rayon, ça contraint le 5e rayon et on va avoir de toute façon une toute petite perte de correction. Alors c'est pas forcément une récidive. C'est pas parce qu'une personne encore une fois, c'est pas une opération de chirurgie esthétique. Si elle n'a plus mal, c'est quand même le but principal de cette intervention, c'est de ne plus avoir mal et de pouvoir remettre des chaussures
un petit peu plus sympathique et moins se poser de questions sur le chaussage. À partir du moment où ces 2 points sont réussis, eh ben, l'intervention, elle est réussie, même s'il y a une petite perte de correction. Hem, après, hem, les semelles, en post-opératoire, alors moi j'en propose, 4 mois après l'intervention, mais c'est plus comme je l'expliquais dans le diaporama pour, soulager la plante du pied, améliorer le confort dans la chaussure. Ok, parfait. L'orthoplastie, oui, sur une griffe qui est un peu récalcitrante, là ça a un très gros intérêt. Bah, ça j'en prescris assez souvent. Ou si quelqu'un a une idée, comment faire une anesthésie, locale, sans faire, peur aux patients, je suis preneur, hein. Alors cette technique, je l'utilise aussi pour, par exemple, les ongles incarnés. Alors là, l'ongle incarné, je suis, tout à fait partisan, que la plupart du temps, c'est très bien géré en ville, bah, par, nos amis, podologues. C'est d'ailleurs la meilleure prise en charge. Bien sûr, il y a un moment donné, quand il y a un gros champignon, pulpaire, un botryomycome, et qu'on ne peut plus rien faire en ville, bien là, ça devient chirurgical et je réalise ça, alors soit avec une anesthésie en bague ou parfois je fais, une anesthésie, loco-régionale qui permet, heu, bah, d'avoir un geste plus confort pour le patient. Alors, on nous propose, Stéphane, l'hypnose. Je sais pas si tu as déjà Oui? essayé l'hypnose pour détendre le patient. Alors je ne suis pas hypnothérapeute, mais j'ai un copain, qui est hypnothérapeute et qui m'a, initié, très vaguement, à l'hypnose ericksonienne et effectivement, c'est très intéressant quand, je l'avais utilisé, je l'ai mis en œuvre pour des patients qui appréhendaient, très, très fort les piqûres. Bien ça marche plutôt pas mal. Ça consiste, assez, enfin, pour expliquer très simplement, à leur faire imaginer un gros plâtre, avec une grosse plaque de fer, à l'endroit où on va piquer et curieusement, bah, ça détourne complètement le ça programme le cerveau pour qu'il se positionne dans l'instant présent et non pas dans le fantasme sur une douleur qui pourrait être atroce ou un vieux souvenir, du passé, d'une séance chez un médecin qui s'est mal passée ou voilà. Donc oui, ça m'arrive de l'utiliser, c'est pas du tout chronophage d'ailleurs et puis c'est plutôt sympa, comme technique. Après encore une fois, là, je ne suis pas hypnothérapeute, donc c'est vraiment, en hypnothérapeute amateur que je le fais. Mais ça m'a sorti, enfin les patientes étaient très contentes, et quelques-unes qui en ont bénéficié. Bonne Excellent. question aussi. Alors, on a une autre question qui est arrivée, c'est le rajout d'un élément sous la pulpe de la luxe à 1,2 mm peut-il aider ou accélérer à réintégrer la flexion plantaire du patient si la réduction kiné ne suffit pas? J'ai pas d'idée sur cette question-là parce que là, c'est très spécifique. Ça, c'est spécifique au métier de podologue et j'avoue, c'est pas forcément, quelque chose que je vais répondre n'importe quoi à cette question, donc j'ai pas d'avis là sur cette question-là. En revanche, ce qui est sûr, c'est que d'éviter d'avoir une tendinite, du long fléchisseur propre de l'hallux et d'avoir quand même un jeu dans l'articulation, métatarso-phalangienne en flexion plantaire, ça c'est capital, pour avoir une propulsion, efficace, au moment de la marche. Au tout début de mon expérience j'avais des enraidissements de cette articulation et je ne comprenais pas pourquoi. Et je pense que j'ai trouvé la parade. En fait, j'avais appris avec mon prédécesseur à couper complètement la première phalange et maintenant, ben, je ne la coupe plus complètement, je la coupe partiellement et j'ai beaucoup moins ce phénomène d'enraidissement. Quasiment plus, bien Ok. sûr. Alors, visiblement, l'objectif de la question précédente, c'était pour stimuler le l'enfléchisseur de la luxe. Et ben, oui, C'est si ce que tu c'est répondais à l'instant. si ce process permet de stimuler le long fléchisseur de la Lune, ça c'est intéressant. En revanche, le problème, c'est comme il y a souvent un œdème
eh bien, c'est pas forcément, réalisable. En tout cas, ça peut pas se caler entre la chaussure, la pulpe, et tout ça. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je préfère, les renvoyer à 4 mois, quand le pied est bien dégonflé. Mais après, là, je demande qu'à échanger là-dessus parce que c'est un domaine, de toute façon, c'est un travail d'équipe là avec les podologues, c'est évident. Et il y a plein de choses que je ne demande qu'à apprendre de mes collègues podologues. Je vais peut-être me permettre, Stéphane, de rajouter dans la chatbox tes coordonnées avec ton mail. Si Oui, bien jamais sûr. éventuellement il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit un peu plus tard, voilà, n'hésitez pas, je pense que ça peut être intéressant Oui, d'échanger sur tous ces sujets autour. et encore une fois, ceux qui sont, intéressés de venir voir sur place, donc à Cholet, alors je fais ça le mercredi matin et le jeudi après-midi. Bon, en ce moment, c'est un petit peu plus calme, et c'est un petit peu plus calme pour, tous ceux qui font du pied, lié un petit peu à la crise sanitaire. Mais vous êtes les bienvenus, et je suis sûr que ça fera vous n'êtes pas obligé de venir, toute une matinée, mais de venir voir un peu comment ça se met en route, l'anesthésie, tout ça, les gestes, péropératoires, et puis ça permet, toujours d'échanger sur des idées, et notamment, pourquoi pas votre propre pratique. Je serais intéressé pour venir voir en bloc et échanger. On envoie un mail. Bah, effectivement, je vous laisse envoyer un mail directement au mail que j'ai communiqué, là, sprové@gmail.com, pour pouvoir organiser ça directement avec le docteur Prové. Il sera Oui, sans ravi de souci, vous accueillir. tu peux donner aussi le numéro de téléphone de ma secrétaire, Ouais, heu, le 02 41 63 43 29. tac, c'est fait. Voilà. Bon, bah, c'est bien, on n'était pas nombreux, mais c'était constructif, et il y avait, des bonnes questions. Enfin, il y a jamais de mauvaises questions, mais là, elles étaient bonnes. Heu, je remercie encore une fois, tous les participants pour, leur présence, et puis pour, m'avoir écouté, religieusement, raconter, ma vie, mon œuvre. Et puis la société Newclip, avec qui, j'ai des échanges, heu, corrects et intéressants, tout le temps, qui est une société sur laquelle on peut s'appuyer, heu, notamment dans les cas les plus complexes.